Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 28 août 2022. En débutant, j'ai pas nécessairement grand-chose à annoncer ou quoi que ce soit là, avant de passer aux nouvelles et autres sujets de l'épisode. Par contre, ça me fait penser que la quiche s'en vient bientôt, que je vais toujours avec la boutique. Ça va être le prochain mois, donc je vais pouvoir vous en reparler dans le prochain épisode. C'est toujours là qu'on voit les nouvelles sorties. Veux pas, on entend déjà parler d'avance ou soit en précommande chez nos distributeurs. Mais ça donne une occasion de voir vraiment les produits, des fois de les essayer aussi, d'avoir un petit aperçu. Donc, ça va me permettre de vous en reparler un petit peu plus la prochaine fois. C'est certain, là, c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'en vient. Dans les nouveaux jeux, surtout à l'automne, c'est post-Gen Con, donc souvent des choses assez intéressantes. On est souvent un petit peu plus dans la Ameritrash. Veux pas, Gen Con c'est aux États-Unis, donc souvent ça tire plus par là, même s'il reste quand même un peu d'euros là-dedans. Moi, la convention que j'aime toujours, qui m'intéresse plus, c'est SN. Disons que les jeux post-SN arrivent des fois avant Noël, mais souvent plus au début de l'année prochaine. Donc, ça sera à suivre un petit peu plus tard. Également, toujours un petit rappel de si vous vous êtes intéressé à venir parler de jeux, vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez juste voir des échanges sur des jeux, je vous invite à venir sur le Discord de Board Game Québec. Le lien pour se joindre est dans la description de la vidéo. C'est pas mal ça que je voulais mentionner là, en ce début d'épisode et on va aller voir sans plus tarder les nouvelles. Osprey Game a annoncé la sortie de la prochaine extension standalone pour Imperium Horizon avec 14 nouveaux peuples, donc une beaucoup plus grosse boîte que ce qu'on a connu avec Classic et Legend. On retrouve donc ici 14 nouveaux peuples, toutes jouables également en solo. On va également incorporer un nouveau système de route de commerce qui va permettre de générer une économie entre les différents peuples. Le jeu est prévu pour 2023. Vous aimez les jeux de la série très futés? Sachez que la 4e opus de la série arrive d'ici la fin 2022 avec Clever Forever. Encore une fois, un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie. Wolfgang Watch est encore derrière ce jeu-là et Smith Spiel derrière l'édition. SN est à nos portes, donc ça veut dire beaucoup de jeux euro qui vont arriver prochainement sur le marché avec Teletum, ici de Simone Luciani et Daniele Ciaccini, un duo d'auteurs que j'aime bien lorsqu'ils sont regroupés ensemble. On parle de 60 à 100 minutes, 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de manipulation de dés dans lequel les dés vont être utilisés autant pour récolter des ressources que faire des actions. Mais les actions, le pouvoir des actions est inversement proportionnel à la valeur du dé. Donc, moins on gagne de ressources, plus notre action va être forte et vice-versa. Nous arrive avec un jeu avec une thématique de la forêt. On va crafter du bois. On va aussi avoir une thématique de dés qu'on décompose et recompose. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes. Complexité de 3.75. C'est prévu. Encore une fois, celui-ci pour SN, donc d'ici la fin de 2022. On connaît maintenant le nom de la nouvelle extension pour Ark Nova, donc ce sera Aquarius, qui nous amène des animaux marins. On va donc avoir des nouveaux ajouts de cartes, une 4e université, ainsi que des nouvelles cartes d'action qui vont nous permettre de changer nos fameuses 5 cartes. 4 alternatives pour chacune des cartes. Les alternatives vont nous permettre, par exemple, pour l'action construire, de dépenser 2 pièces d'argent pour pouvoir construire sur de la roche ou
de l'eau. Donc, des petits trucs comme ça qui vont nous permettre d'augmenter l'expérience et augmenter nos possibilités lorsque l'on joue avec les différentes cartes actions. L'extension est prévue pour 2023. C'est ce qui complète les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Du côté des jeux que j'ai joués dans le dernier mois, ça a été 100% du jeu physique. Donc, j'ai pas joué sur BGA au courant du mois d'août. Et donc, c'est ça. Donc, ça va être des expériences plus... il y en a certaines en solo quand même là-dedans, un petit peu plus. J'ai réussi à trouver du temps pour ça, sinon à plusieurs également. Premier que je veux vous parler, c'est un jeu qui avait tellement retenu mon attention, pas retenu mon attention, mais captivé mon esprit lorsque j'avais joué la première fois et j'avais jamais rejoué depuis. C'est un jeu qui n'était pas nécessairement beaucoup disponible. Là, il va revenir bientôt. Le jeu Millennium Blades. Et avec l'extension Set Rotation, ça permet de jouer en solo contre des boss. Donc, je voulais vraiment essayer ça. C'est un jeu, dans le fond, qui simule des jeux de cartes à collectionner dans lesquels on va acheter des nouvelles cartes. On essaie de bâtir le meilleur deck de cartes possible pour jouer des cartes une à la fois et faire le plus de points possible. C'est pas un jeu de combat en tant que tel, ça simule. Il y a beaucoup d'humour aussi dans les cartes, dans les différents decks de cartes qu'on va jouer. Il y en a un qui est comme une espèce de parodie de Super Mario Bros, parodie de James Bond, Indiana Jones, etc. Donc, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça humoristiques. C'est un jeu en temps réel, donc on n'a pas beaucoup de temps. 7 minutes pour faire les meilleurs choix de cartes possibles, etc. Et là, j'ai joué en solo. Le solo, c'est contre un boss, comme je mentionnais. Ce boss-là, on va faire une ronde de jeu, juste une ronde de tournoi pour monter notre meilleure main possible, essayer de le battre. Et je trouvais, on dirait, j'ai resté sur mon appétit par rapport à l'expérience que j'avais déjà eue en multijoueur. Malheureusement, j'ai resté sur ma faim là-dessus. C'est plate quand on a tellement un bon souvenir, puis là, finalement, je retrouvais pas la même expérience. Il n'y avait plus l'aspect. En fait, en solo, c'est juste de monter le meilleur main de carte possible. Ça, c'était le fun. Mais tu n'as plus l'aspect de mettre des cartes aussi dans la collection. Puis après ça, tu te bats contre les autres joueurs. Il y a une autre ronde de cartes, puis il y a beaucoup plus de cartes qui vont rouler. Tandis qu'en solo, ben, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans les cartes. Donc, tu un peu t'achètes, puis là, tu te ramasses avec pas grand-chose. Le setup est quand même long de mélanger toutes les cartes pour ce que ça va te donner. C'était un peu ma petite appréhension. Un peu déçu par ça, mais bon, c'est pas plus grave que ça non plus. J'ai le goût quand même de rejouer ce jeu-là, mais à plusieurs. Je pense que le mode solo, correct, mais t'as pas le même feeling que la partie. Ça, j'ai moins aimé ça, cet aspect-là. De pas avoir, de pas retrouver quand des solos ne représentent pas bien le jeu en multijoueur. Ou que, pas nécessairement qu'ils représentent pas bien, mais que ce qu'ils représentent est moins intéressant. C'est un peu décevant. Donc, c'est ma partie de Millennium Blades. Mais je veux le réessayer à plusieurs joueurs à un autre moment donné. Ensuite de ça, j'ai joué également à Golfi. Golfi, on a fait 5 parties. Là, je suis allé au camping au début début du mois d'août, fin juillet, début du mois d'août. Et on a réussi à sortir là, Golfi à plusieurs reprises. Mes parents avaient acheté une copie il n'y a pas très longtemps. Ils ne l'avaient pas encore essayé. J'ai dit, ben, gars, je vais vous montrer comment jouer. Et c'est pas très compliqué. Mes parents, je suis quand même capable de les faire jouer à plein de jeux un petit peu plus compliqués, mais je sens que de plus en plus ils aiment ça quand c'est de plus en plus simple. Donc, et Golfi représente bien ça. On tourne une carte, on déplace des cartes sur notre grille, on retourne des cartes, on essaye de faire des combos, on essaye d'amener nos meilleures cartes en haut le plus possible. Donc, un mélange chance et un petit peu de stratégie aussi dans comment on se déplace nos choses en fonction des probabilités des cartes qui vont arriver.
Des fois, tu as le petit enragement de «Ah non, je pogne une carte qui me fait un plus un. Le feeling est le fun. Le jeu est bien fait pour le type de public que ça va chercher. Puis même pour des joueurs aussi, là, ça permet de passer du bon moment avec d'autres gens aussi autour de nous. Puis on a du plaisir à jouer à ça. Donc, beau design de la part de Jimmy Dorion pour ça. Euh, donc, on a fait 5 parties. Puis je sais que j'ai d'autres gens après ça de ma famille qui ont essayé puis qui ont voulu jouer aussi. Donc, ça a été un beau petit succès. J'ai également fait une partie en solo de Palm Island, donc le jeu parfait que j'aime ça amener quand je fais des petits voyages. J'en fais pas beaucoup, là, c'était 2 jours. Et Palm Island permet justement de l'amener un petit peu n'importe où et de jouer n'importe où. C'est un petit jeu dans lequel on tente de construire des bâtiments sur notre île, faire de la production de plus en plus de ressources pour construire les plus gros bâtiments et les retourner et faire le plus d'étoiles possible. On a un certain niveau à atteindre pour gagner des totems qui vont pouvoir être ajoutés dans nos autres parties. Malheureusement, j'ai pas réussi à me rendre jusque-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué, donc j'ai pas réussi à bien optimiser mon deck. Mais malgré tout, Palm Island va toujours rester dans ma collection. Un petit jeu de voyage parfait à traîner un petit peu n'importe où. Par la suite, j'ai joué également à Acropolis. Acropolis, qui est le jeu un petit peu qu'on parle beaucoup ces temps-ci. C'est Acropolis, je l'ai juste ici. Hey, Golfi, j'ai oublié de vous le montrer. Golfi, je l'avais aussi juste ici avec les cartes, donc j'oublie de prendre mes boîtes. Les premiers jeux, je les avais pas avec moi, mais là ici, Acropolis, donc c'est un jeu de placement de tuiles dans lequel on va créer une cité. Chaque couleur de région va nous donner des points en fonction de où ils sont situés sur le plateau. Pas où ils sont situés, mais ils ont certaines conditions. Par exemple, les mauves, il faut qu'ils soient à l'intérieur du jeu. Les rouges, il faut qu'ils soient au pourtour. Les jaunes, il ne faut pas qu'ils soient adjacents à d'autres jaunes. Plus on monte en étage aussi, plus les tuiles vont être payantes. Donc niveau 1, 1 point, niveau 2, 2 points, etc. Puis on multiplie ça par les places sur notre jeu qui sont les tuiles avec des étoiles. C'est pas plus compliqué que ça comme système de jeu, mais les décisions sont le fun de faire. Ok, est-ce que j'écrase des couleurs pour monter plus haut ou je m'étale un peu plus? Souvent, c'est plus mon. En tout cas, les parties que j'ai faites, je trouvais que c'était plus intéressant de monter en hauteur que de s'étaler, mais j'ai fait 2 parties, là. J'ai fait une partie en solo et j'ai fait une partie à 2 joueurs. Donc, euh, c'était pas nécessairement très, très varié comme expérience de jeu, là, solo et à 2 joueurs, mais malgré tout, j'ai trouvé ça très agréable. Ça révolutionne pas non plus le style du placement de tuiles. Est-ce que c'est meilleur que Cascadia? Je sais pas. Je pense que Cascadia va peut-être plus durer dans le temps vu que c'est un thème nature, animal. Ici, c'est un thème de construction de ville. Peut-être moins dans l'air du temps. C'est embêtant. Mais il est tout de même très agréable aussi, le Acropolis. Si vous aimez ce genre de petit jeu-là, facile à apprendre, facile à montrer. C'est le genre de jeu que j'amènerais justement là, euh, avec mes parents. Je pense que ça pognerait très bien. Acropolis aussi. Donc, c'était mon expérience avec Acropolis. Ensuite de ça, j'ai joué également. Donc là, je sais pas, je vais dans l'ordre. Ah ben, je vais parler de lui en premier. Copenhagen. Donc, Copenhague, c'est un petit jeu de course, on va appeler ça comme ça, parce que le but est d'atteindre 12 points le plus rapidement possible. Quoi qu'il peut avoir une fin de partie si on passe au travers du paquet de cartes aussi, mais on peut le voir comme un jeu de course dans lequel on va mettre des tuiles qui représentent de la brique et des fenêtres sur une façade. Si on veut s'aligner toutes des fenêtres sur une ligne, c'est plus payant que lorsque de la brique mélangée à tout ça. Les colonnes sont plus payantes, mais c'est plus long à faire. Il y a les petits blasons qui vont nous permettre d'aller chercher des tuiles bonus. Activer ces pouvoirs bonus-là, les réactiver si on veut les refaire plus tard. Concept de jeu, on va chercher toujours 2 cartes adjacentes, des cartes de couleur qui nous permettent d'aller après ça les dépenser pour avoir des tuiles de couleur, des polyomino à placer sur notre façade. Vraiment simple, ça joue assez rapidement aussi.
Toujours agréable les parties. J'ai joué à plusieurs reprises, autant sur BGA, pas dans le dernier mois, mais par le passé. J'avais déjà joué aussi, première fois, je pense que c'était au Delirium, que j'avais essayé ce petit jeu-là quand c'était sorti. Toujours agréable d'un petit placement de tuiles comme ça pour Copenhagen avec un aspect course. Donc, lors de la soirée qu'on a fait à la boutique avec la zone jeux de société, donc que je commandite avec la boutique, à ma table, on a joué premièrement à Smartphone Inc. Smartphone Inc. C'est un jeu que j'avais fait longtemps, je n'avais pas ressorti. Je l'avais joué en solo, je l'avais joué à plusieurs, à 3 joueurs, je ne me trompe pas. Puis j'ai la version Kickstarter, pas celle-là ici, mais à la maison, j'ai la version Kickstarter qui comprend les 2 plateaux de jeu. Donc le plateau pour si on joue à moins de joueurs, plus de joueurs. Et là, on a fait une partie à 5 joueurs qui est vraiment, je pense, l'optimal pour ce jeu-là. Donc on va vraiment se battre au niveau des prix. Donc il faut setter nos prix en fonction des petites plaquettes de téléphone qu'on va mettre, comme si c'était des applications pour voir les actions qu'on va faire. Donc, on va planifier les actions, la production de ressources qu'on va avoir à vendre. Également, on va justement ajuster notre prix en fonction de ce qu'on a décidé sur notre plateau de jeu. Moins on est cher, plus on va vendre en premier et plus on va être capable de vendre avant les autres joueurs et à plus de gens possible. Par contre, très important d'aller chercher des technologies pour pouvoir avoir accès des fois. Si on est le seul avec une technologie, mais c'est sûr qu'on va vendre. Donc, des fois, on va peut-être vendre plus cher, moins de ressources, moins de boîtes de téléphone. Donc, il y a tout cet aspect-là. C'est un jeu très économique. On se déplace aussi sur le plateau. On va s'étendre au travers du monde également, tout notre réseau. Donc, le plus difficile, c'est vraiment de gérer bien notre production par rapport à ce qu'on va vendre. Là, on a joué du côté normal, mais il y a un côté expert aussi que j'avais déjà joué, que là, il faut payer pour les ressources qu'on produit. Donc là, c'est peut-être moins évident. Des fois, tu es moins porté à les gaspiller. Ici, des fois, ben, si tu veux produire beaucoup, ça peut être intéressant, puis au pire, tu ne vends pas toutes. Mais c'est toujours d'optimiser tes ventes en fonction de ce que les autres vont faire. Tu sais jamais qu'est-ce que le prix que va setter les autres avant qu'on révèle. Donc ça, c'est une petite tension là, de faire Ah, je vais-tu à 4, je suis plus bas que lui dans la piste de points, là, je vais prendre l'avantage. Mais si j'y vais à 3, il faut que j'en vende plus pour faire le même nombre de points. Par contre, si lui va à 3, donc il y a toute cette guerre-là. Super intéressant là, comme jeu économique. Smartphone Inc. Très content de l'avoir ressorti. Je l'avais mis dans mes choix, puis après ça, j'étais là, je sais pas, on dirait l'expérience que j'avais eue, c'était le fun, mais pas autant que ça. Sincèrement, là, j'ai vraiment découvert le jeu à son plein potentiel à 5 joueurs et très très content d'avoir vécu ça. On a également fait une demi-partie lors de cette soirée-là de Dominant Species. Oui, une demi-partie parce que c'est un jeu qui est assez long et j'étais peut-être trop ambitieux sur le temps qu'on avait et le temps de l'expliquer aussi, bien sûr, et d'expliquer Smartphone Inc. Donc, des fois que j'oublie ça. Donc, Dominant Species, ça reste que bon, c'est 2 à 6 joueurs en test 5, donc ça fait des parties qui sont quand même assez lourdes. 14 ans et plus. Et puis, c'est 2 à 4 heures. Mais sincèrement, on a joué 4 heures, je pense. Et on était à la moitié de la partie à 5 joueurs. C'est sûr que c'était une première partie pour la plupart des gens. Puis juste comprendre les concepts, etc. Mais après ça, ça roule très bien comme jeu. Mais c'est de la planification. C'est de la programmation de qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller chercher on va s'adapter à des milieux? Est-ce qu'on va mettre des ressources sur des terrains pour qu'on soit bien adapté, pour prendre la domination, pour avoir des cartes de domination? Ces cartes de domination-là sont très puissantes, donc il faut vraiment, des fois, c'est comme, je prends cette carte-là juste parce qu'elle me fait moins mal que si quelqu'un d'autre la prend. Ou des fois, c'est comme, hey, celle-là, si je suis le premier à aller la chercher, je peux faire pas mal de dommages à beaucoup de gens. Donc, est-ce que je suis mieux de m'étaler, je suis mieux d'essayer d'aller chercher le plus de dominance possible pour être certain, ou je vais aller directement prendre le premier spot de domination, comme ça je vais pouvoir activer un de mes territoires, mais il faut que je m'assure que je vais avoir une dominance sur le terrain. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à penser dans ce jeu-là quand on programme nos actions. Mais quel excellent jeu.
Euh, je sais qu'il est sur BGG, il va être coté plus meilleur à 3, 4 joueurs. 5, 6, ça devient peut-être un peu long. Il y a beaucoup d'espèces, c'est sûr, sur le plateau, puis des fois, on peut se faire larguer assez vite, dépendant de l'agressivité des joueurs. C'est un peu ça, mais c'est sûr que je vais rejouer à ce jeu-là, possiblement à 3 ou 4 joueurs, mais dans une convention ou une soirée où j'ai plus de temps. Mais ça reste ou avec des joueurs au moins qui ont déjà joué pour sauter la partie explication des règles. Ça va être quand même assez long malgré tout, même s'il n'est pas compliqué tant. Ben, c'est pas compliqué, mais il reste assez complexe comme jeu. Donc après ça, c'est de bien prendre les décisions, mais c'est de bien comprendre aussi toute l'interaction que les actions ont ensemble. Mais ça a resté une expérience super intéressante. Les joueurs aussi à qui j'ai fait découvrir ce jeu-là ont vraiment été surpris. Ils n'étaient pas certains au départ. Ils voyaient que c'était une grosse pièce, mais ils ont vu, hey, c'est fluide. La thématique est vraiment présente, même si oui, c'est des cônes, puis des petits cubes, mais oui, c'est présent. On la sent, la thématique de domination. C'est pas des petites figurines d'animaux, etc. Ben oui, on pourrait en avoir, mais non, c'est vraiment du euro déguisé en wargame, animaux, etc. Donc, on est dans cette thématique-là, concept-là. J'ai refait aussi une partie en solo de Ark Nova. Toujours un jeu que j'ai le goût de retourner. À ce jeu-là, je suis encore sur l'automa, le solo de la boîte de base, que je trouve c'est un beau petit jeu d'optimisation. Par contre, j'ai eu une petite envie d'y aller vers probablement avec Arnaud la prochaine partie pour simuler la partie à deux joueurs parce que dans ma partie en solo, au début, j'avais pas nécessairement une carte super intéressante et on dirait que ça m'a un peu bloqué dans mon engine de départ et j'ai essayé de m'adapter le plus possible, mais j'étais encore loin. Quoique la dernière partie que j'avais fait à ce niveau-là, quand on part à 10 points, le 20 points, j'avais réussi à croiser mes pistes. Le 10 points, j'ai fini à moins 31, la dernière fois moins 29, donc ouais, j'ai pas réussi à bien aligner mes choses. Je me suis peut-être un petit peu trop éparpillé. J'ai pas réussi. J'ai débloqué beaucoup de personnes, d'officiers pour aller sur le tableau, mais finalement, je n'ai pas utilisé tant que ça. Donc, j'aurais peut-être dû retourner plus de cartes. Et même une fois, j'étais rendu à débloquer un officier, puis j'en avais plus à débloquer. Donc, j'ai probablement mal optimisé cet aspect-là, puis peut-être juste retourner une carte de plus m'aurait fait que j'aurais croisé mes pistes. Donc, j'ai pas nécessairement été si optimal que ça aussi dans mon jeu, mais je pense que resimuler une partie à deux joueurs pourrait être intéressant avec Arnaud aussi. Donc, la prochaine partie, je pense que je vais la faire comme ça. Jeu qui est facile à mettre en place. J'ai mis en place. Après ça, jouer assez relax, là, probablement 1 heure et quart, 1 heure et demie. J'ai quand même pris mon temps, là. J'étais pas trop pressé non plus quand on joue en solo. Je trouve qu'il tourne bien, il est facile à sortir. Euh, pas déçu encore une fois. Euh, il est surprenant à chaque fois qu'on joue, les cartes qu'on découvre. On essaie de s'adapter en fonction de ce qui est sur le plateau. Donc, si c'est des animaux d'Afrique qui sont demandés, européens, etc., des oiseaux, ben, essaie de t'adapter à ça, de répondre à ces objectifs-là, parce que c'est ce qui va te faire avancer sur la conservation, à moins d'avoir des cartes qui te font avancer, mais c'est pas mal le principal élément qui va t'aider. Ouais, ce que le seul bémol aussi dans ce challenge-là solo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de roulement de cartes, hein. Fait que ça fait en sorte que faut que tu t'adaptes vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas de carte verte de conservation qui sort, mais ça peut être encore plus difficile. Donc, la difficulté est aussi modulée en fonction de qu'est-ce qui va sortir comme carte également. Mais malgré tout, toujours agréable et j'essaye Arnaud la prochaine fois, puis je vous reviens avec ça, c'est certain. J'ai refait également 2 autres parties de Stardew Valley, dont une que je vous ai présentée sur la chaîne, donc en solo. Et ma conjointe voulait l'essayer à plusieurs, à deux. Donc on a joué à deux aussi à Stardew Valley.
C'était vraiment intéressant aussi à plusieurs, ben à deux, d'avoir un aspect un peu, une dynamique un peu différente de jeu. Les objectifs sont plus demandants à remplir, mais malgré tout, euh, je sentais que la partie était quand même plus facile, même si on a pigé l'objectif là, de euh, capturer les poissons légendaires. Donc, ça nous prenait 2 poissons légendaires. Donc, dès le début de la partie, je savais, je disais à ma conjointe, il faut aller pêcher toute la partie, sinon on n'y arrivera pas parce que il y a beaucoup de tuiles dans le sac, donc il faut vraiment sortir beaucoup de tuiles pour arriver à trouver les poissons légendaires. On a réussi à bien s'adapter, à aller révéler les objectifs aussi du centre communautaire assez graduellement. Les autres objectifs, c'était des animaux, c'était pas trop compliqué. Il y avait un objectif aussi, les artefacts, ça nous a pris jusqu'à la toute fin, réussir à trouver les artefacts. Puis à chaque fois qu'on sortait des artefacts ou des cristaux, ben, on avait déjà les lettres sur le plateau. Ça en prenait 4, il y a 8 spots. On n'était pas très chanceux là-dessus. Et l'autre objectif, c'est de se faire les amis. Ça a quand même été relativement simple de faire les amis, 3 amis par joueur. C'était pas trop compliqué cet objectif-là. Je vous dirais le plus difficile, c'était pas mal. On a concentré beaucoup nos efforts sur, sur piocher les poissons, capturer les poissons légendaires. Super agréable. Oui, il y a de la chance dans ce jeu-là, mais c'est le fun de piocher les poissons puis faire ah enfin il est là le fameux poisson légendaire. On améliore nos items aussi. On essaie de produire acheter des légumes, faire de l'argent avec les légumes qu'on va revendre. On a joué au mode standard là, avec les cartes standards qui sont un petit peu moins. Il y a moins de corbeaux qui viennent voler nos trucs. Il y a moins de choses, il y a moins de tuiles Yoya aussi. Donc ça nous aidait quand même. On a réussi à la toute fin, au dernier tour. Quoique l'hiver, on pensait que ça allait aller plus vite. Ce qui nous restait juste, je pense, l'objectif des artefacts, mais on ne réussissait pas à en trouver. Finalement, on avait des amis qui nous aidaient à aller piocher au hasard dans le sac avec les cadeaux, puis il y a une carte cadeau qui est arrivée. Donc là, ça nous a aidé à finalement trouver cette fameuse tuile qui nous manquait, mais c'était jusqu'à la toute fin. On pensait y arriver un petit peu avant ça. On retrouve bien le feeling du jeu vidéo aussi lorsqu'on y joue. Peut-être un peu long, malgré tout, là. La partie a duré 2 heures à 2 joueurs. J'imagine pas. Je pense qu'à 3-4, ça me semblerait probablement un peu long, quoi qu'on peut jouer la partie écourtée. Donc, on diminue de moitié les cartes. 2 objectifs au lieu de 4 de grand-père, 3 objectifs de centre communautaire. Peut-être que ça donnerait des parties plus rapides, plus agréables euh, à voir, mais probablement que je le laisserai comme ça pour une prochaine partie. Mais toujours du plaisir avec Stardew Valley, un jeu qui ne cesse de me surprendre. Vraiment. J'ai également joué aussi à Hellbringer. Hellbringer, que je viens de tout juste de mettre la vidéo là, la semaine dernière sur la partie en solo, qui est un prototype, qui est encore en création, mais sur la fin pour être prêt pour le Kickstarter. Donc, il peut quand même avoir des changements encore. Donc, je vous ai présenté ça. C'est un dungeon crawler dans lequel on s'engouffre dans un donjon. On parle du cimetière à la cave, au tombeau, à la crypte, etc. Donc, on s'enfonce. On a des monstres qui arrivent. On va trouver des équipements pour nous aider à frapper de plus en plus fort. C'est un jeu avec des dés. Lorsqu'on lance les dés, c'est des dés qui ont des faces 0, 5 et 10. Et également, donc je pense qu'il y a une face 0, 3 faces 5 et 2 faces de 10. Et il y a des dés de poison aussi, des attaques poison qui sont un petit peu moins fortes, c'est des 5 et des 0 qu'il y a dessus. Donc en fonction du nombre de dés, ben, ça va donner des dégâts. C'est pas un jeu qu'on accumule les dégâts sur nous, donc il faut vraiment se faire battre au complet pour être éliminé. Même chose pour les monstres. C'est ça. Grosso modo, ça ressemble à ça. Il faut se rendre jusqu'au démon. Le démon qui est à vaincre. Il y a un petit aspect narratif aussi à chaque fois qu'on découvre des cartes de tombes. Ça va avoir un petit aspect histoire
qui va rentrer en jeu pour nous mettre dans cette ambiance-là. Il va y avoir aussi à chaque fois qu'on change de niveau, il y a des ambiances sonores. Donc, j'ai tout mis ça dans la vidéo. Ça vous donne une ambiance intéressante, malgré tout que je parle beaucoup par-dessus ça. Donc, peut-être que ça tue un peu l'ambiance réelle qu'on aurait sur place, vu que faut que je commande quand même beaucoup lorsque je joue. Mais malgré tout, je pense que vous avez une bonne représentation du jeu. J'ai bien aimé la partie que j'ai fait là. J'avais joué aussi avant 2 demi-parties, là, pas complètes. J'avais pas le jeu, je voulais pas garder le jeu trop longtemps non plus. Je sais qu'ils veulent l'envoyer à d'autres reviewers, d'autres personnes pour faire des vidéos, du contenu, etc. Avant sa campagne Kickstarter. Donc c'est ça, au final j'ai joué une partie complète de Hellbringer, donc j'ai bien apprécié. Je suis pas un gros fan de lancer de dés pour lancer des dés, mais je viens de parler de Stardew Valley qui est exactement ça aussi. Des fois c'est le fun aussi. Ici dans Hellbringer, il faut quand même que tu te bâtisses. Vous le voyez quand même dans la vidéo que j'ai fait, j'essayais d'avoir un certain nombre de dés suffisant pour réussir à faire des attaques assez intéressantes. Être certain selon la chance, là, au moins avoir plus de chances de réussir à bâtir des attaques de plus en plus fortes pour battre les monstres. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est à faire. C'est sûr qu'il y a la chance aussi dans ce que tu vas trouver comme équipement, mais il y a quand même beaucoup d'équipements qui vont être utiles. Donc, tu peux retourner beaucoup de cartes quand même. Tu as une main de carte assez volumineuse. Tu peux jeter toutes tes cartes si tu veux. Donc, ça fait un bon roulement malgré tout du paquet de cartes. C'est sûr que ça va avancer un petit peu plus l'histoire. Il faut faire attention aussi à ce qu'on fait parce que ça va aller plus vite. Les monstres vont arriver plus vite. Mais bon, c'est à nous de décider comment qu'on gère le tout. Donc, c'était Hellbringer. Finalement, j'ai joué enfin à plusieurs joueurs à Carnegie. Je me suis enfin ouvert une copie que je n'avais pas encore fait. Je m'en gardais toujours une de côté. Et là, je l'ai fait. Mes collègues de jeu le regardaient aussi depuis un petit bout, mais ils m'en avaient pas parlé. Donc, quand je leur ai proposé, ils ont fait oui, on veut jouer à ça. Et ouais, c'était comme je m'attendais. Vraiment très bon, mais oh, qu'il faut s'adapter à ce que les autres vont faire. J'essayais de planifier, mais ça arrivait pas toujours comme je voulais. On dirait dans la séquence de jeu, là, je tombais tout le temps un peu, faut que je fasse cette action-là, mais non, je veux plus aller vers là. Est-ce que j'ai pas réussi à mettre de personnage à tel endroit? Donc, c'est vraiment ça le jeu, c'est qu'il faut que tu planifies beaucoup OK, ça va être ce bonus-là. Donc, si je vais là, je vais faire un revenu. Le revenu va me permettre d'avoir de l'argent, faire des dons. Des dons, c'est des points de fin de partie. Ça va me permettre de bâtir mon réseau aussi, plus j'ai d'ouvriers là. Quelle tuile que je vais chercher pour construire sur mon plateau. J'essaie d'avoir les meilleures tuiles possibles pour m'aider à mieux orienter mes choses sur le plateau. Qu'est-ce que je mets dans mes différents départements, comment je me déplace. Il y a tellement de choses à bien planifier. Souvent, tu es à court d'argent. C'est vraiment pas évident, mais vraiment très, très plaisant. J'ai beaucoup apprécié. C'est rare des euros que tu as beaucoup d'interactions comme ça avec les autres joueurs. Quand même assez direct, vu qu'ils vont sélectionner dans une partie à 3 joueurs, 2 tiers des actions. Donc, 2 tiers des actions que tu vas faire, c'est eux qui vont les sélectionner. Donc, il faut vraiment que tu t'adaptes, tu sois capable de lire dans leur jeu, vers où ils s'en vont, selon les ouvriers qui ont sur dans leurs différents départements. Donc, c'est vraiment très cool, bien apprécié. Carnegie, on a joué ça en 1h45, 2 heures avec explication. Ouais, peut-être 1h45 pour la première partie. Là, ça a quand même bien roulé également. Donc, Carnegie, c'est sûr que je veux rejouer à ça prochainement. Je vais essayer le solo aussi prochainement. Je l'avais déjà joué sur Board Game Arena. Je vous en avais déjà parlé. Ça avait été mon coup de cœur là, quand j'avais saisi tout le jeu, mais j'avais pas vraiment eu l'expérience complète.
malgré tout, mais il m'avait beaucoup accroché. Et là, tout simplement, je vais le ressortir en solo également pour voir essayer de battre Carnegie en tant que tel. Donc, c'est ça. Pas plus compliqué que ça pour Carnegie. Bien hâte de rejouer à ça. Et ça conclut aussi les expériences que j'ai eues en termes de jeu au courant des dernières semaines. On va aller voir, ouais, c'est ça, je pense que j'ai pas d'autre chose à dire. On va aller voir sans plus tarder, pour conclure cet épisode-là, les nouveautés qui sont sorties dans le dernier mois. Il n'y en a pas des tonnes. Un petit peu plus tranquille cet été, qui sont sortis et qui ont retenu mon attention. Donc, on s'en va voir ça à l'instant. Commençons avec la première semaine du mois d'août. Un jeu qui avait bien intrigué, bien attiré mon attention en fait. So You've Been Eaten. Je dirais qu'au début, je savais pas trop exactement à quoi allait ressembler ce jeu. Je n'en avais pas pris à prime abord chez mon distributeur, mais par la suite, j'ai vu que c'est un jeu de 0 à 2 joueurs. Donc, je trouvais ça très intriguant, le terme 0. Et il a très bien marché aussi dans les ventes malgré tout. J'en ai plus en stock, mais je sais que Martin devrait vous présenter ça éventuellement. Il en a gardé une copie. Donc, ça va être très intriguant, je pense, de voir une session à 0 joueur si jamais il fait ça un jour, mais assez intriguant comme jeu. So You've Been Eaten, donc un jeu où on gère deux automas, un automa ou tout simplement à un contre un, dans lequel on est une personne qui s'est fait avaler par un monstre et donc, dépendant de lequel on joue, on a différentes façons de gagner. Également, il y avait Crusader, donc l'extension pour Crusader, un jeu que j'ai essayé récemment, que je vous ai parlé. Il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est dans le dernier podcast, dans la dernière Actu Ludique. Et cette extension-là rajoute vraiment beaucoup de stock. Ça rajoute tous des nouveaux bâtiments qu'on peut ajouter en jeu, de nouvelles façons d'avoir du militaire, là, des jetons militaires de plus, on va dire ça comme ça, pour attaquer des ennemis plus forts. Vraiment beaucoup d'ajouts avec ce Crusader, Thy Will Be Done. Version TMG, donc Feu TMG, ont quand même leurs dernières impressions. Ça ressemble pas mal à ce jeu-là. Il y a également, donc ça ressemblait à ce qui m'intriguait de mon côté il y a toujours lui, SOS Titanic, qui m'intrigue parce que Martin en parle beaucoup comme étant un excellent jeu solo. Style un peu solitaire, donc j'ai jamais été pas nécessairement attiré, mais j'ai jamais essayé non plus ce jeu-là, donc SOS Titanic. C'était la Deluxe édition qu'on vient de recevoir. Du côté des nouveautés, la deuxième semaine du mois d'août, Boone Lake en français, qui est arrivé, qui m'a toujours intrigué, il m'en reste en anglais également. Jeu qui n'a pas nécessairement de texte, c'est la version française qui est arrivée au courant du mois d'août. Jeu d'Alexander Pfister, auteur que j'aime bien, dans lequel on va développer une colonie sur une île. Il y a un principe de sélection d'action qui est très intriguant, avec des petites bandelettes. J'ai pas d'image, avec des petites bandelettes qu'on sélectionne et qu'on remet au-dessus de la liste de sélection. Plus on sélectionne loin, plus ça peut être intéressant pour les bonus de déplacement sur la rivière. Tout ce qu'on enlève aussi sur notre plateau va nous donner des éléments bonus. Donc, très intriguant ce Boone Lake que j'aimerais bien essayer relativement prochainement. Fire and Stone aussi, une version française aussi qui vient d'arriver, l'auteur de Carcassonne, qui nous arrive avec ce nouveau jeu relativement simple aussi. On se déplace, on part tout de l'Afrique du Sud et on se déplace sur le monde. On va chercher des ressources, chercher des cartes qui vont nous donner des habilités spéciales. On va aller chercher des cartes de points pour couvrir ces habilités spéciales-là. Parce que c'est la façon qu'on va faire des points. On va aussi faire des points avec les majorités qu'on fait dans les différents campements, en mettant des petites huttes. Il faut gérer notre nourriture également. Donc,
Jeu pas trop compliqué, mais qui semble très intéressant aussi, ce Fire and Stone. Ici on parle d'un chosen right, donc on va choisir l'action qu'on fait, le pattern qu'on va dessiner, la forme qu'on va dessiner et que les autres joueurs vont dessiner à notre tour. Et il faut aller chercher, entourer des choses, rejoindre les quatre coins de la carte, donc toutes sortes de choses qui vont nous donner des points, un peu comme dans tout bon roll and write. Donc très intriguant aussi, ce Distant Sons en français, qui est arrivé également. Sinon, ça ressemblait à ça, pas mal dans ce qui m'intriguait la semaine 2. La semaine 3, Dice Throne. Dice Throne m'intrigue toujours malgré tout. J'ai jamais essayé. J'ai vu des joueurs jouer, mais j'ai jamais essayé de mon point, de mon côté. Des jeux de dés à la Yadi, je trouve ça toujours intéressant. Et là, ici, c'est la version Marvel Dice Throne. Avec, on a Loki, Thor, Miles Morales, je sais plus si c'est ça, et Scarlet Witch, donc des héros quand même assez connus qu'on retrouve dans cette boîte de Marvel avec 4 héros. Ensuite, des Villainous. Villainous, toujours intriguant. J'en ai jamais essayé non plus, mais qu'il y en ait des vilains, c'est toujours assez intriguant également. Donc ici, c'est la version Star Wars qui vient d'arriver en anglais. Ça devrait arriver également en français éventuellement. Jeu dans lequel justement on incarne nos vilains, on a des différentes conditions. C'est un jeu de cartes, différentes conditions pour remporter la partie. Sinon, si on va à la semaine 4, c'est là qu'on a reçu un peu plus de stock. Millefiori, très content d'avoir reçu ça. J'ai essayé déjà une fois Millefiori, très cool, petit jeu à combo que j'ai hâte de rejouer. Je ne sais pas encore si je vais me garder une copie, je suis encore embêté. Je pense pas nécessairement pour cette fois-là, mais quand ça va revenir, peut-être je m'en garderai une éventuellement. Le bémol pour moi, c'est qu'il n'y a pas de solo en tant que tel. C'est un jeu très combo, un peu aller dans la même catégorie que dans les Schmitt, là, les très futés, etc. Donc, très très cool, Millefiori qui nous arrive cette semaine. Et Dungeon Dice and Danger, lui, ça fait longtemps qu'il m'intrigue. Un autre flip and roll and write avec 4 cartes. Il y a vraiment des bons retours sur ce jeu-là. Celui-là, il me tente quand même pas mal. Je suis encore indécis si je m'en garde une copie, mais très très intriguant ce Dungeon Dice and Danger. J'aime toujours ça, les roll and write. J'en ai quand même beaucoup déjà, donc j'essaie de sélectionner ceux qui m'intriguent le plus. Maki, ça aussi, c'est jeu solo uniquement. Ça m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup. Je vais aller voir un petit peu plus en détail, là, juste me rappeler le contexte historique, il me semble, c'est l'occupation de l'Asie de la France dans la guerre. Ça joue en 30 minutes, placement d'ouvriers, des objectifs variables. Celui-là, ça vient me chercher beaucoup. On est dans la thématique Deuxième Guerre mondiale, solo uniquement. 30 minutes, lui, je pense que je vais flancher pour. Je vais regarder avant s'il y en a d'autres chez mon distributeur avant de bloquer des copies que vous pourriez acheter. Ensuite de ça, un peu dans les styles à la Villainous, ici on a Spectre de Board Game qui on va incarner les vilains du monde de James Bond. Je suis pas un grand amateur, j'ai écouté quelques films de James Bond, mais je suis pas un des plus grands amateurs de cette franchise-là. Comme toute franchise, pas mal. Je suis pas un très très grand consommateur de franchise en général, mais ça reste quand même intriguant. Je pense que j'ai plus écouté des Austin Power que des James Bond, qui est très parodique de James Bond. Ensuite de ça, un autre qui m'intriguait beaucoup, un autre Roll and Write
Voyage au centre de la Terre, qu'on peut jouer jusqu'à 50 joueurs, dans laquelle justement on va prendre des décisions pour explorer, se rendre au plus profond possible jusqu'au centre de la Terre. Donc un autre dans ce style-là qui m'intrigue beaucoup également. Aussi, dans la même veine que des traits futés, etc. Ici, c'est hop, c'est plié. Donc, il faut cocher des cases pour replier notre papier. Donc, assez intriguant comme concept également. Il y a aussi les Marvel, les autres Villainous, que, encore là, je suis assez intrigué. J'ai des bons, moins bons retours sur ces jeux-là. Je pense que c'est plus grand public, mais en même temps, c'est pas si simple que ça à comprendre. Donc, ici, c'est des versions anglaises, c'est des boîtes en anglais pour Marvel Villainous puis Disney Villainous. Il y a cette série-là que j'avais reçue en anglais au début de la boutique et là, c'est en français pour les Echoes. C'est des jeux d'enquête audio. Et j'hésitais à en faire quand je les ai reçus en anglais, vu que justement, il faut être très très attentif à tous les paroles, etc. Je suis quand même bon en anglais, mais c'est plus facile de perdre un mot ici et là, dépendant comment la prononciation est faite. Mais ça, c'est sûr que je vais en essayer au moins là-dedans, voir à quoi ça ressemble. Donc, les Echoes, très intrigué des jeux d'enquête audio, c'est maintenant disponible en français. Finalement, il y a des boîtes de... Ça aussi, j'étais pas certain au début, je vous dirais, des token silo, mais je vois quand même l'utilité, vu que souvent on imprime des trucs en 3D, donc ils sont arrivés avec un produit du côté de GameGenic qui permet, on peut mélanger plein de boîtes ensemble, on peut se dire, moi je veux juste des rectangles, fait que je pogne deux produits, je mets juste des rectangles, puis dans mon autre jeu ou dans mon autre boîte, ça va être juste des petits carrés puis des grands pour des cartes. C'est quand même pas trop grand comme dimension, je pense qu'on peut en empiler facilement deux d'épais dans une même boîte de jeu pour bien ranger le stock. On peut tout sortir de façon indépendante, amener ça sur la table. Donc, quand même assez bien pensé. Au niveau des formats, des dimensions. Donc, bien intrigué aussi. Je vais peut-être essayer ça dans des jeux où j'ai beaucoup de stock. Au lieu de fabriquer, je fabrique plus vraiment d'inserts. Ça peut être une alternative à des inserts qui sont peut-être des fois un petit peu plus dispendieux. Là, on parle de 18,99. On n'a pas nécessairement beaucoup de besoin de tout mettre dans des inserts, dans une boîte de jeu. Des fois, c'est des cartes, c'est pas trop long à mettre dans des sacs, des sorts. Mais des tokens, des fois, ça peut être quand même assez intéressant d'avoir ce genre de produit-là. C'est ce qui complète les nouveautés qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. C'est ce qui conclut cet épisode de l'Actu Ludique. Je vous remercie d'avoir été présent. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au courant du mois, je ne sais pas tout à fait encore qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. C'est jamais trop planifié mon affaire. Je vais surtout au feeling de qu'est-ce qui m'intéresse. Aussi, si j'ai justement des prototypes des fois qui arrivent, des trucs comme ça. On y va comme ça. Je reste à une fois par semaine. C'est un beat que j'aime bien. En regardant la cadence, vous êtes présent, vous écoutez les vidéos, ça vous donne une semaine. Ça donne un petit peu plus de durée de vie aux vidéos que de produire beaucoup. Puis moi, c'est un rythme qui me convient. Je lance encore l'appel. Là, si vous êtes rendu à la fin, c'est que actuellement vous aimez ça. Peut-être que j'ai moins d'attention à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Si jamais vous avez des envies de faire des vidéos, écrivez-moi. On peut regarder peut-être. J'aimerais toujours ça, avoir peut-être quelqu'un pour faire d'autres types de contenus sur la chaîne. Laissez-vous aller si ça vous intéresse. Et sur ce, on va se revoir très bientôt. Je vous invite à aller voir la boutique La Pioche, boutiquelapioche.com. Donc, pour magasiner vos jeux, c'est ma boutique de jeux. Et également mon Discord, si vous voulez venir, comme je vous en ai parlé au début. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un petit pouce vers le bas. C'est à votre choix. Et merci encore et on se revoit très bientôt. Bye bye.